Philippe Galvon, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, vous êtes brésilien, vous êtes au festival de Biarritz, Ouais. latino-américain, cinéma et culture. La première question, quel est votre âge? J'ai 37 ans. Et je vais faire 38 à la fin de l'année. Ouais. Vous êtes donc, vous avez essayé d'être journaliste, mais vous préférez le documentaire. Ouais. Vous donnerez peut-être la raison tout à l'heure. Et je note que vous avez 37 ans, vous êtes né en 1981. En France, il y a une expression qu'on a utilisée, c'est la génération Mitterrand. Or, vous faites partie de la génération Lula-Delma, comme on a pu dire la génération Mitterrand. Autrement dit, vous faites partie de ces jeunes issus des classes populaires qui ont pu aller faire des études à l'étranger, ce qui était une première au Brésil. Et c'est le point de départ de votre documentaire. Et aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous dire, alors que votre documentaire, c'est juste avant Bolsonaro, donc on est dans un mot à mot, et le premier mot ou la première expression que j'ai envie d'utiliser, c'est coup de bambou. C'est-à-dire que juste après ce que annonce votre documentaire, Bolsonaro arrive. Comment est-ce que vous génération Lula-Dilma, comment est-ce que vous prenez ce revers de l'histoire? Comment est-ce que vous le vivez? Alors vous l'avez vu venir, puisque vous avez fait ce documentaire, dont on va parler, mais comment est-ce que vous le vivez, puisque votre documentaire est sorti il y a plus d'1 an et demi maintenant? Je vais commencer à vous répondre par un mot, comme on est dans un mot à mot, c'est le mot fantôme. C'est-à-dire, je crois que ma génération, comme tu as bien décrit, était la première à vivre une espèce d'impression de progression. On était vraiment formés dans une ambiance, on n'a pas connu la dictature, on n'a pas connu ces Brésil qu'on voyait dans les livres, on voyait dans les discussions de famille, mais ces Brésil divisé, ces Brésil où on ne parle pas de politique parce que c'est tabou, parce que c'est dangereux, parce que c'est... Et donc, nous, on avait l'impression qu'on était vraiment dans un pays démocratique où on pouvait chacun avoir son identité, discuter. Et tout d'un coup, par plusieurs raisons que j'évoque dans le film, un espèce de fantôme commence à marcher dans la rue. C'est-à-dire une violence verbale, des choses qu'on n'avait jamais entendues sur, par exemple, la couleur de peau des gens. Donc, la question des Noirs, à droite comme à gauche. C'est-à-dire l'identitarisme, il a commencé à être une réalité au Brésil. Le Brésil, 40%, enfin la moitié de la population est métisse ou noire, historiquement terre d'esclavage, évidemment. Exactement. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le fantôme en question, il est raciste. Exactement. Il est surtout esclavagiste. Il est surtout il part toujours plus que de la question de la peau, une question du statut. Et donc la peau, elle est venue. Tu es noir, tu es pauvre, tu es blanc, voilà, tu es riche. Parce que voilà, c'est notre histoire. Et donc voilà, ces fantômes-là, le fantôme de l'esclavage, je pourrais le dire, il est revenu avec une force incroyable. Mais qui le fait revenir? Alors on le voit bien dans votre documentaire, mais pourquoi est-ce que ça revient alors qu'on a pu avoir l'illusion que la démocratie s'était stabilisée qu'il y avait un printemps brésilien? Parce qu'il y a eu, vraiment, mais parce que la structure du pays n'était jamais changée. C'est-à-dire la classe sociale, leurs privilèges de ces classes sociales, les classes sociales aisées, n'ont été jamais touchés. Sauf que pendant la période Lula-Dilma, par une série de mesures d'inclusion sociale... Lula-Dilma, c'est donc les gouvernements de gauche, c'est Lula 2002, c'est la première fois qu'un homme politique, qu'un homme issu d'une classe très populaire est élu, et ça va jusqu'en 2016.
la destitution de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Donc 13 ans au pouvoir. Et il y a une histoire d'avant aussi. Il y a Fernando Henrique qui, malgré tous les problèmes, c'était un démocrate et qui a commencé disons, à mettre en place des choses qui ont pu être perfectionnées pendant les gouvernements de gauche. Mais effectivement, c'est pendant ces gouvernements de gauche qu'on voit vraiment la structure traditionnelle des castes, on pourrait même dire, au Brésil, commencer à bouger. C'est-à-dire des gens de classe populaire peuvent étudier à l'étranger. Des gens qui avaient, comme moi, des gens qui avaient rien à manger, ils n'ont plus ces problèmes. Parce on cite un chiffre dans votre documentaire qui est le fait que 40 millions de personnes ont franchi le cap d'une possibilité de vivre un peu correctement. Voilà. C'est presque toute la population de la France, c'est-à-dire 40 millions de personnes ont sorti de la misère totale et ont pu avoir un seul minimal pour vivre, pour manger, et ça a dérangé en fait une société qui était, par l'histoire de l'esclavage, habituée à voir le classe sociale, c'est-à-dire les Noirs, le métis même, au-dessus. Et quand, par exemple, une scène très simple, qu'on disait beaucoup à l'époque, c'était il y avait ces mots-là, le fantôme. Les aéroports sont devenus des gares routières. C'est dans le film. C'est-à-dire, les gens disaient ça. On commençait à dire ça, c'est-à-dire, maintenant, c'est n'importe quoi. Regarde, il y a les gens avec des tongs qui sont au aéroport, des pauvres. Donc, parce qu'ils avaient la possibilité de voyager en avion pour la première fois de leur vie. Et donc, ces fantômes-là, il a commencé à sortir et on ne savait pas comment réagir, en fait. Mais comment est-ce que vous expliquez que, alors que Dilma Rousseff a travaillé avec Delmer, qui était un centre conservateur, c'est lui qui l'a tué, qui a tiré dans le dos, ouais, exactement. Schématiquement. Comment est-ce que vous expliquez que cette période où les classes populaires ont peut-être été leurrées par les miettes qu'on leur a jetées, puisque les nantis ont accepté de distribuer des miettes. Si j'essaie de résumer un peu votre documentaire, qui est un documentaire de parti pris, ce que vous revendiquez de toute façon. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez qu'à un moment, il n'y ait plus de miettes et que les dominants n'acceptent plus que quelques miettes soient ruisselées? Exactement. Pour faire référence à une théorie qui n'existe pas. Ouais, la théorie du soi-disant, prétendument. Ouais. Pourquoi ça bascule? Pourquoi ça repart dans l'autre sens? La crise. Donc c'est l'économie. L'économie, mais it's always the economy, comme ils disent. En fait, Dilma, elle dit bien dans le film, il y a un moment, la crise internationale, elle arrive au Brésil, et ça, c'est à partir de 2011. En 2013, ça explose, et donc certaines mesures d'ajustements fiscaux, certaines mesures même d'augmentation de prix de carburant, des prix de transport. Je fais confusion déjà avec les Gilets jaunes, mais bref, ça se passe en 2013, et ça, c'est la goutte de trop, si on veut dire. Il y a ces grosses manifestations qui s'avèrent au début manifestations joyeuses, c'est la découverte de la manifestation pour un peuple, pour une jeunesse comme moi. Moi, on n'avait jamais fait ça dans notre vie, on n'avait jamais eu le goût de la manifestation, de la revendication, sauf qu'on a finalement, comme il n'y avait pas une direction, il n'y avait pas une proposition, il y avait juste une négation, on a finalement ouvert l'espace qui était vide pour une vague conservatrice. Je vais commencer à dire ça, je ne vais pas parler de l'extrême droite encore à cette époque, qui a très bien compris, qui avait une énergie là. Qui vous a remplacé dans la rue, presque. Voilà. Bon. Voilà. On va regarder la bande-annonce de votre film documentaire, qui résume un peu ce début de conversation. Ou ninguém será capaz de nos afastar deste rumo.
se via crescer, ao mesmo tempo que os indicadores econômicos e sociais melhoravam, um ressentimento de camadas que viam as desigualdades diminuir. Nós fizemos vista grossa, eu acho, dos erros do PT, e a direita assumiu o lugar. A discussão da elite contra nós foi dizer o seguinte: ah, não, vocês gastaram demais. A gente vai gritar um não vai ter golpe para mandar um recado lá para Brasília que os caras estão se preparando daqui a pouco para destituir uma presidente. Não vai ter golpe! Contra o comunismo! Pelos evangélicos da nação toda. Sim, pelo futuro! Michel Temer assumiu a presidência da República poucas horas depois do discurso de saída de Dilma Rousseff. Colocar o Brasil nos trilhos. O Temer não existe. O Temer é um holograma. Quem governa é uma junta financeira, esse país. Acabou o Brasil. Acabou o Brasil, todo mundo tá vendo aí, ó. É por isso que eu vou votar no Bolsonaro, botar ordem na zona. A gente precisa fazer uma análise profundíssima de tudo que aconteceu para voltar a se encantar. Un mot sur la méthode. J'ai dit que c'était un documentaire de parti pris. Donc vous interrogez les gens de votre génération, même si on voit passer quelques politiques et des gens de votre quartier, mais la question du documentaire, vous auriez pu être journaliste, vous avez choisi le documentaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette forme-là? C'est elle qui m'a choisi en fait. Finalement, j'étais en train de discuter l'autre jour dans le cadre d'une rencontre. Je voulais faire de la fiction à la base. J'ai fait le journalisme, je connaissais ce que c'était le journalisme. J'ai travaillé même un peu à la télé à une époque. Ça ne me plaisait pas à l'époque. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu une manière le journalisme, il est devenu nécessaire aujourd'hui, dire la vérité. Et en fait, pas que la vérité. C'est de plus en plus dur. Voilà. on en est là. Et en fait, à mon époque, à l'époque que j'ai eu cette envie de cinéma, c'était la fiction. Mais finalement, on discutait un autre jour, la fiction, et c'est Édouard Louis qui parle de ça aujourd'hui. Mais il dit d'une manière, à la fiction, c'est un truc bourgeois aujourd'hui. Il faut la vérité, elle donne plus d'éléments fictionnels même qui inventer une histoire, un personnage. Il faut raconter ce qui se passe dans le monde. Et donc moi, je voulais faire de la fiction, mais la tragédie de mon pays qui faisait un parallèle net avec la tragédie que j'ai accompagnée depuis quelques temps dans mon quartier. Elle m'a dit, c'est ça l'histoire qu'il faut raconter. Et donc, du coup, je pense aujourd'hui, le documentaire, c'est le genre, en fait. C'est un film de genre, Parce que ça vous permet d'être plus singulier, d'être dans une signature et dans moins de neutralité sur le papier que le journaliste. Ouais, c'est ça. On peut dire un peu ça comme ça. Exactement. Et je pense que la partie pris, si je me permets de dire, j'ai discuté encore avec quelqu'un, il dit, mais ton film, il peut être vu comme militant. Il dit, je ne suis pas d'accord, le mot militant, parce qu'il ne s'inscrit pas dans un mouvement, il n'est pas à l'intérieur d'un mouvement ou d'une sens politique. Il a la partie prise d'une génération, c'est ça que j'ai revendiqué, une partie prise de l'histoire. C'est-à-dire, moi je vois l'histoire comme ça, et je pense que c'est ça le but du documentariste aussi. Donc dans votre documentaire, à la fois la génération Lula Dilma, et puis Encantado. Encantado, c'est un quartier de Rio, qui est votre quartier, que vous nous montrez évoluer avec les classes populaires qui étaient de gauche et qui, comme partout dans le monde, basculent vers Bolsonaro, vers l'extrême droite. Avec un rôle que vous soulignez également dans votre documentaire, qui est le rôle des églises évangélistes. Alors j'ai noté, je crois que depuis 2016, vous dites que 5 nouvelles églises se sont installées dans votre quartier. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui votre quartier pour vous?
Non. Je crois qu'elle n'existe plus, en fait. C'est devenu un fantôme pour moi. C'est-à-dire, ouais. Il y a même il y a un penseur indien, brésilien, David Kopenawa, je crois que c'est son nom, qui parle d'un certain état de fantôme. C'est-à-dire quand on est dépourvu de notre énergie d'existence. Et j'ai l'impression que mon quartier, quand j'arrive au Brésil, que je vois mon quartier, les gens qui sont là, c'est comme s'il y avait les gens, l'endroit même était en état de fantôme. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un délire collectif en ce moment au Brésil, pour élargir, que les gens réagissent pas par eux-mêmes, mais amenés par une chose extérieure, une hystérie collective en fait. Et c'est assez remarquable. Et c'est quand tu vois de l'extérieur. Tout à l'heure, on était en train de discuter nous deux et on parlait de la possibilité de rentrer au Brésil, par exemple. Oui. Donc pour moi, pour l'instant, c'est mon pays, ça restera toujours mon pays. Mais le pays que j'ai vécu, il n'est plus là en fait. Et j'ai du mal, à chaque fois que j'y reviens, à me voir. Vous vous considérez comme exilé ? Je me considère un pré-auto-exilé. C'est-à-dire. Pré-auto-exilé. Voilà, parce que moi, je suis arrivé en 2013 ici pour faire des études et entrer au Brésil, faire des films. Et depuis 2013, l'histoire. Le retour de bâton, le coup de bambou, comme j'ai dit tout à l'heure. Le coup de bambou. Si on prend Bolsonaro, on prend Trump et tous ces autocrates qui arrivent plus ou moins partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux Amériques. Au-delà de l'envie qu'on peut avoir de stigmatiser tel ou tel type de populisme, que ce soit Trump ou Bolsonaro, ça dit quelque chose quand même, non ? Bien sûr, enfin, c'est un mot. Ce que vous suggérez dans votre documentaire, c'est-à-dire que Bolsonaro n'est pas là pour rien. Il n'a pas, même si dans votre film on parle de putsch parlementaire, mais il est arrivé avec des élections. Bolsonaro. Si le mot a encore un sens, mais. Non, mais oui. Exactement. Il était élu démocratiquement. Il y a pas on ne peut pas remettre en cause ça. Il y a eu les problèmes des fake news et tout ça. Moi, personnellement, j'ai un avis un peu différent de la gauche brésilienne aujourd'hui qui pense que si ce n'était pas ces affaires de fake news, peut-être Haddad allait gagner. Mais je ne suis pas sûr parce que j'étais en banlieue, j'étais dans mon quartier et c'était un phénomène populaire vraiment. Ce que montre votre documentaire, avec les gens de votre quartier que vous rencontrez. Exactement, les évangélistes néo-pétécotistes, il faut bien le préciser parce que c'est un phénomène assez récent au Brésil. C'est finalement le bras idéologique, disons, de cet néolibéralisme actuel aujourd'hui, qui Bolsonaro a réussi à incarner ayant comme discours principal l'ordre, la remise de l'ordre, prendre le contrôle du pays, un pays qui était dans une instabilité politique et économique très grande. Et donc lui, il incarne aussi tous les fantômes de la dictature, lui-même un ex-militaire, mais pas un militaire de haute place. C'était un militaire. Intermédiaire. Voilà, c'était un militaire issu aussi des classes populaires. Bolsonaro, il n'est pas venu des élites. Bolsonaro, même s'il s'identifie, l'élite, s'il identifie une certaine élite, une certaine partie de l'élite. On s'en sert. Voilà, qui j'aime pas ces mots, mais white trash, c'est-à-dire le blanc du sud brésilien, pauvre même. L'idiot utile. Voilà, il s'identifie à lui. Donc il représente quelque chose. Bolsonaro représente, c'est comme si c'était le revers de la médaille de ce que Lula a pu présenter avant. Trump, Obama. Voilà. C'est le basculement. On répète comme toujours
le grand frère du Nord, parfois. Je voudrais terminer avec deux aspects des choses. On a dit que vous aviez 37 ans, vous étiez né en 81, vous incarnez une génération qui y a cru. Ouais. Vous êtes fort dépité aujourd'hui, vous êtes fort désenchanté, hein, dans un Brésil désenchanteur. Quelle est la perspective? On a commencé cette conversation avec l'idée de cette génération, elle a vu un projet dans Lula, elle a vu quelque chose et puis ça s'est un peu effrité cette affaire, ne serait-ce que parce qu'il y a eu un deal entre les classes au pouvoir au Brésil. Pour vous aujourd'hui, c'est quoi le projet? Les projets de futur pour le Brésil? Ben, pour vous, de cette génération-là, et puis comment est-ce que quelle est la porte de sortie du Brésil? Il y a Alain Badiou, le philosophe, qui parle du printemps brésilien, mais comme un épiphénomène quasiment d'une histoire qui est beaucoup plus dure que ça. Donc pour vous aujourd'hui, où est-ce que vous allez dans la rue avec le point de vue? Je pense que plus qui manifestait, plus qui protestait contre Bolsonaro, contre tout ce qui se passe, je pense que la mission de notre génération, et pas que la mienne, je pense que même le Français d'aujourd'hui, ils sont face, de mon âge, ils sont face à un défi qui n'est pas du tout facile, de tout réinventer en fait. De réinventer la politique, de réinventer notre société, comment on va faire pour vraiment avoir un horizon large devant nous. Parce que tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a pensé auparavant est mis en question aujourd'hui. Et donc, moi j'aime bien cette image que nous, on marche sous des ruines des illusions de nos ancêtres. Donc, ils nous ont laissé ça et avec la mission de rebâtir cette société. Donc, ça fait peur, j'avoue, ça fait peur, mais je pense qu'il y a un philosophe slovène, Slavoj Žižek, qui dit c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de réfléchir. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut agir. Je suis quelqu'un désenchanté, je suis quelqu'un, disons, en colère, même parfois, mais je suis en mouvement. C'est-à-dire un mouvement de réflexion, je suis en mouvement de faire des actions. On s'est rencontré avec d'autres Brésiliens et des Français en solidarité avec le Brésil et on a fait une organisation non gouvernementale qui s'appelle Réseau européen pour la démocratie au Brésil, RED.br, et on a fait plusieurs actions qui, à mon avis, ont une portée historique, une portée symbolique pour le devoir de mémoire, à mon avis, qu'on a comme mission envers le Brésil aujourd'hui. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur d'un documentaire qui s'appelle Brésil désenchanté, hein, ouais. C'est ça, Encantado, Brésil désenchanté, qu'on conseille bien sûr à tous ceux qui nous suivent. Ma dernière question, c'est une question traditionnelle. Quel est votre mot de minuit? Un mot. Espérance. Merci Philippe. Merci à toi. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu.